très discret, mais on les voit bien. Raconter les 9 mois de la plus belle histoire au monde, celle d'une naissance, tel était le projet de l'Odyssée de la vie. Mais le défi, c'était de mêler la vie d'une vraie future maman et le développement d'un bébé virtuel. Pour donner au film sa légitimité scientifique, les connaissances les plus actuelles ont été rassemblées auprès de spécialistes en obstétrique, biologie, échographie et génétique, réunis autour du professeur René Friedman. 9 mois, c'est aussi le temps qui a été nécessaire pour créer en images de synthèse l'univers intra-utérin du film. 9 mois de dialogue entre savoir médical et création visuelle. 9 mois dans les coulisses de cette fabuleuse odyssée de la vie. C'est une histoire extrêmement mystérieuse, extrêmement extraordinaire parce qu'il y a tellement d'inconnus, tellement d'incertitudes et on progresse à chaque pas. Mais toutes ces progressions, on peut aujourd'hui les voir grâce à la science, à la connaissance que nous avons et aussi aux possibilités de l'image qui peuvent représenter ce qui était irreprésentable jusqu'à aujourd'hui. C'est à Paris, près de la Tour Eiffel, que ce travail a commencé. Les images étonnantes de notre vie prénatale ont vu le jour sur des ordinateurs et sous l'impulsion de Niels Tavernier, le réalisateur. Le pari au début, c'était que c'est presque comme un film de fiction. Il y a deux acteurs. Il y a un acteur qui est un acteur complètement de documentaire, c'est Barbara, et un autre acteur qui est complètement en image de 3D. Ce qu'il fallait, c'est qu'on ait l'impression que ces deux personnes vivaient vraiment ensemble. Et qu'il y ait une interaction et que cette interaction passe. Utiliser des outils qu'on maîtrise, nous, depuis une vingtaine d'années pour un sujet comme ça, c'est évidemment très très motivant parce qu'on sait très bien l'impact que ça peut avoir. On a souvent reproché à l'image de synthèse d'être froide, d'être distanciée, de ne pas raconter d'histoire. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire on raconte réellement une histoire et qui est la plus belle histoire qui puisse. Et utiliser ces outils-là, je trouve que c'est une belle synthèse de l'utilisation de l'image de synthèse. L'enjeu, c'était de fabriquer entre 30 et 35 minutes. Je pense qu'au final, on ne sera pas loin de 35 minutes, avec des représentations sur les différentes phases d'évolution du bébé. En gros, il y a au final à peu près 2000 jours de travail sur l'ensemble du projet, qui se seront répartis sur à peu près 9 mois, donc avec une équipe qui oscille entre 15 et 25 personnes, avec des fonctions très différentes les uns des autres, puisque certains vont faire de la modélisation, c'est-à-dire refabriquer les éléments, d'autres vont plus travailler sur l'animation, c'est comment bouge ce bébé, c'est là où il y a un lien quand même très important avec les scientifiques, et puis aussi un gros travail au niveau du rendu, c'est-à-dire de l'éclairage de ces séquences à l'intérieur du ventre pour que ça puisse fonctionner. C'est les visuels qui étaient contenus dans cette approche de scénario qui m'ont frappé. Par exemple, je revois l'image de l'ovule qui ressemble à un astre et on voit les petits spermatozoïdes s'accumuler, essayer de trouver la porte. Ça, c'est une image fabuleuse. Et on se dit que là, il va y avoir une échelle à explorer, quelque chose d'assez fabuleux à tenter de représenter et à tenter de transmettre. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. En fait, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, ce n'est pas le début de l'histoire, c'est l'aboutissement de tout un passé. D'un côté, le spermatozoïde, il était jeune, il est devenu mature et ça lui a pris 3 mois. De l'autre côté, l'ovule, lui, il était là dans l'ovaire depuis plusieurs années, 15 ans, 30 ans, si la femme va avoir un enfant à 30 ans. Et au dernier moment, juste avant leur rencontre, ils vont chacun se délester d'une partie des chromosomes. Nous sommes faits de 46 chromosomes, toutes nos cellules ont 46 chromosomes, sauf l'ovule et le spermatozoïde qui doivent mettre la moitié de côté, 23 chromosomes de côté, pour lorsqu'ils se rencontrent, vont reconstituer une cellule à 46 chromosomes.
Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir et déjà esquisse de vie. Un œuf. Très vite, cet œuf unicellulaire commence à se diviser et à multiplier le nombre de ses cellules par un phénomène propre à tous les êtres vivants, la mitose. La mitose, c'est un processus qui est indispensable puisque c'est produire 2 cellules avec une cellule. Alors c'est pour ça que la nature a mis en œuvre un mécanisme qu'on appelle la réplication de l'ADN, qui fait que les chromosomes vont être copiés. C'est une sorte de grande photocopie, en fait, où on a un chromosome, il faut s'imaginer une sorte de spaghetti, et puis ce spaghetti va s'autocopier en rajoutant, en reconstruisant un chromosome sur la base du chromosome qui existe, et puis une fois qu'on aura les 2 spaghettis, qui vont être rigoureusement identiques l'un à l'autre, eh bien, ils vont se diviser, et puis chaque nouvelle cellule va prendre l'ancien spaghetti en quelque sorte, et l'autre le nouveau spaghetti. Donc le chromosome est capable de s'auto-répliquer. Et c'est là une des propriétés fondamentales des êtres vivants, de l'ADN en fait, qui est cette grande molécule qui fait nos chromosomes, ce qu'on appelle l'autoréplication. Paradoxalement, les expériences menées depuis plus de 30 ans dans le domaine de la procréation médicalement assistée ont permis d'approfondir la connaissance des mécanismes de la fécondation naturelle. Une des choses les plus extraordinaires au sujet de la fécondation in vitro, c'est que ça nous a permis d'observer et d'étudier les tout premiers processus de la reproduction humaine, qu'auparavant nous n'avions jamais été capables d'examiner. Nous n'avions jamais observé des œufs humains, ni l'interaction entre le sperme et l'ovule, ni les premiers stades, ce qui arrive quand l'embryon se développe. Et, plus important, tout ce qui concerne la génétique du développement embryonnaire précoce. J'aimerais être en mesure de vous dire qu'après 25 ans de fécondation in vitro, nous avons éclairci tous les mystères. Mais en fait, il n'en est rien. Nous n'avons qu'effleuré la surface. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Pour représenter ce que l'on sait aujourd'hui sur la fécondation, la création des images de synthèse se fait par étapes. Cette méthode sera utilisée pour toutes les séquences d'animation 3D du film. Pour ce qui concerne la fécondation, on a utilisé quelques documents qui sont consultables dans des livres, dans des revues spécialisées, de médecine surtout. Donc on reconstitue avec ça, mais aussi avec des schémas, pas toute la géographie, mais celle qui nous intéresse, puisque là, le choix qu'on a fait, c'est de partir dans ce qu'on appelle un ride, une espèce de chevauché qui suit, où on prend la taille du spermatozoïde et où on essaye non pas d'en suivre un, mais de suivre le flux. J'ai une petite caméra qui se balade et qui va suivre les spermatozoïdes. Cette caméra, elle se trouve là justement dans le rétrécissement, qui correspond dans le film à peu près à ces visions où les spermatozoïdes tombent contre cette espèce de glu qui sont des glaires en fait. Une fois qu'on a modélisé, donc on a fait la géographie, on va travailler un peu les textures, on va travailler le décor seul. Donc évidemment, on met ça en lumière un peu comme si on éclairait un décor dont on maîtrise un peu tous les paramètres, c'est-à-dire qu'on met nos lumières un peu où on veut. À la suite de l'étude des décors, on enclenche les processus dynamiques pour donner une impression de rapidité, de vitesse, ce qui donne une bonne dynamique à l'image. On a des modes de